Bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à préciser que le professeur Hachimov s'excuse pour des raisons personnelles majeures, malheureusement. Je tiens par ailleurs aussi à remercier le président de la SAFO de nous avoir conviés, invités pour ces masterclass sur les cancers digestifs. Alors, ma présentation aujourd'hui s'articule autour de ce qu'on appelle les facteurs histopronostiques des cancers colorectaux. Alors, ça a été dit tout à l'heure, c'est un problème de santé majeur en Algérie et dans le monde. Alors, ça touche beaucoup plus de sujets âgés. Néanmoins, un patient sur 10 a moins de 50 ans. Bien sûr, ce sont les formes sporadiques du cancer colorectal qui sont les plus prédominants. Et le pronostic reste très controversé, avec une survie relative qui est aux alentours de 50%, tout stade confondu. Les localisations coliques gauche et rectales sont les plus dominantes. Le principal facteur pronostic reste le staging PTNM, même si actuellement il y a beaucoup de mutations et de molécules, plutôt de mutations génétiques qui aussi ont un impact pronostic aussi important. Une classification moléculaire a fait son apparition, qui existe, mais son applicabilité en routine clinique, surtout pour nous les pathologistes, reste à évaluer. Alors, quelques notions épidémiologiques. En Algérie, on estime à environ 57 000 nouveaux cas de cancer en 2018. Ce chiffre pourrait doubler d'ici 30 ans selon les projections de la GHS publiées en 2020. En Algérie, l'incidence est estimée à environ 16 cas pour 100 000 habitants chez l'homme avec un âge moyen de 57 ans. Ça a été rappelé tout à l'heure par le professeur Boudja. Et environ 14 cas pour 100 000 habitants chez la femme avec un âge moyen aux alentours de 65 ans. Alors le dépistage reste le moyen de prévention le plus important, avec un impact certain sur la réduction de la mortalité. Alors il y a eu quelques publications qui ont essayé d'évaluer cette réduction ou cette mortalité par rapport au dépistage sur une période de 7 à 10 ans, et on estime cette réduction à peu près à 16% par exemple en France, ou encore à 18%, plutôt à 14% en Angleterre. Alors d'après une étude de nos collègues tunisiens publiée en 2020 sur l'état des lieux des stratégies nationales sur de lutte contre le cancer, alors ils estiment que par rapport à l'Algérie, il existe une bonne couverture populationnelle par rapport à nos voisins marocains ou encore tunisiens. Ça a été tout à l'heure rappelé par le professeur Boudja. Alors, concernant les facteurs de risque, alors il existe 3 groupes à risque. Il y a le groupe à risque moyen qui concerne beaucoup plus les personnes au-delà de 50 ans sans antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectaux et qui constitue une cible pour le dépistage de masse. Il y a aussi le groupe à risque élevé, c'est les patients aux antécédents personnels ou familiaux de néoplasie colorectale. Et enfin, le groupe à risque très élevé, porteur de mutations germinales type, par exemple, le syndrome de Lynch. Alors, s'agissant de la carcinogénèse colorectale, alors pour la séquence adénome, carcinome et métastase, généralement c'est une séquence qui obéit à des mutations génétiques, à une séquence de mutations génétiques et des altérations de voies de signalisation lors de la progression du cancer. Alors ça fera tout à l'heure l'objet d'une communication tout à l'heure qui sera détaillée par le professeur Amir. Pour l'instabilité des microsatellites, c'est des mutations génétiques qui sont mieux élucidées actuellement et qui ont un impact certain sur le pronostic des cancers colorectaux. Alors en matière de cancer colorectal, il existe une classification pour les typés, c'est la classification OMS 2019, et qui a introduit donc récemment quelques nouvelles entités. Donc nous pouvons citer par exemple l'adénocarcinome NOS, ou encore le carcinome avec contingent sarcomatoïde. Alors je disais tout à l'heure qu'il existe une classification moléculaire des cancers colorectaux basée sur le profil transcriptomique. Alors elle est au stade conceptuel,
Donc pour l'instant, son applicabilité en médecine reste, je dis tout à l'heure, à évaluer et elle ne bénéficie pas encore de consensus international. Alors, ce qui concerne les facteurs histopronostiques, le principal facteur histopronostique en matière de cancer colorectal reste le staging PTNM. La présence d'une éventuelle invasion de la sauce ou d'une méta à distance constitue un mauvais pronostic. Par ailleurs, nous citons la présence, par exemple, de ce qu'on appelle les nodules ou les dépôts tumoraux, qui sont classés 1-1C. Leur impact pronostique est assez sous-estimé. Donc pour nous, les pathologistes, on s'attache toujours à préciser leur présence et leur nom, même en présence d'une éventuelle métastase ganglionnaire. Autre facteur histopronostique important aussi, c'est le type histologique. Alors certains types histologiques de cancer colorectal sont d'emblée de mauvais pronostics, par exemple le carcinome adénobagage-latent. Donc contrastant par rapport à d'autres types histologiques comme le carcinome médulaire ou l'adénocarcinome adénomalade qui sont considérés d'emblée comme de bons pronostics. Alors voici quelques illustrations histologiques, c'est quelques photos du service d'anatomie histologique pathologique du CHU Blida. Donc vous avez par exemple le carcinome adénobagage-latent qu'on peut citer, ou vous avez sur l'autre côté ce qu'on appelle le carcinome ou l'adénocarcinome micropapillaire qui sont d'emblée considérés comme de mauvais pronostics. Alors, autre facteur histopronostique très important qu'il faudra toujours signaler dans un compte rendu anatomopathologique d'un cancer colorectal opéré, ce qu'on appelle le gradient histologique. Alors, l'OMS actuellement privilégie donc la notion de bas grade et de haut grade par rapport au grade 1, au grade 2, au grade 3, et ça pour des raisons de reproductibilité interobservatoire. Donc on utilise beaucoup plus la notion de bas grade ou bien de haut grade. Et là, vous avez quelques illustrations histologiques, ce qu'on appelle les dépôts tumoraux au niveau de la glace péricolique et qui ont un pronostic aussi et un impact négatif sur les courbes de survie. Autre facteur histopronostique, ce qu'on appelle le bourgeonnement tumoral ou les amas un peu différenciés. Ça aussi, c'est quelques illustrations de notre service. Il faut toujours quantifier le bourgeonnement tumoral. Donc, on dira faible, intermédiaire, élevé. Alors, ce bourgeonnement tumoral, ces amas peu différenciés, c'est la traduction morphologique de ce qu'on appelle la transition épithélium-mésenchymateuse. Alors, généralement, on définit le bourgeonnement tumoral par la présence de quelques cellules tumorales indifférenciées sur le fond d'invasion. Et pour les amas peu différenciés, généralement, ils se localisent au sein du stroma tumoral. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont essayé d'évaluer l'impact pronostique de ce bourgeonnement tumoral ou des amas peu différenciés. Par exemple, la présence d'un bourgeonnement tumoral intermédiaire ou élevé au sein d'un carcinome colorectal par rapport à un bourgeonnement faible, ça a un impact pronostique négatif sur les courbes de survie pour le même stade tumoral. Autre facteur pronostique très important, ce qu'on appelle l'invasion lymphatique, l'invasion veineuse intra- ou extramurale et les invasions périmurales. Généralement, ils encouragent à la récidive locale, voire à la dissémination à distance. Alors parfois, généralement, sur pièce opératoire, il est difficile parfois de mettre en évidence ces embryons vasculaires. Et donc, généralement, nous, on a recours à l'immunohistochimie grâce à quelques anticorps qui nous permettent de préciser leur présence ou leur absence. Par exemple, la bodoplamine ou encore le CD34. Alors, autre facteur pronostic très important, ça concerne maintenant le stroma tumoral, les TILS. C'est comme dans le cancer du sein, il faudra toujours les quantifier. Il existe ici une autre méthode pour quantifier les cellules immunitaires, c'est ce qu'on appelle l'immunoscore. Ça nécessite le recours à l'immunohistochimie avec un programme d'analyse d'image. Le stroma grand lac, ou encore, vous avez aussi ce qu'on appelle le ratio stroma-tumeur. Il faudra aussi toujours le quantifier en raison d'un impact pronostic certain. Alors, autre facteur pronostic aussi, toujours, ça concerne maintenant les marges chirurgicales dans un cancer colorectal opéré. Il faudra toujours aussi les préciser dans un compte rendu pathologique définitif, ou encore l'évaluation histologique de la réponse thérapeutique. Alors, voici quelques illustrations en ce qui concerne les TILS.
je disais tout à l'heure qu'il faut toujours les quantifier, ou encore quantifier aussi le stroma tumoral. Par exemple, un stroma important, un petit peu d'esmoplasique, voire spireux, a un impact pronostic négatif sur les courbes de survie par rapport à un stroma faible. Et aussi la réponse thérapeutique, je disais qu'on utilise généralement le gradient TRG, donc un TRG4, un impact pronostic négatif par rapport à un TRG1. Et enfin, comme facteurs de pronostic, c'est les biomarqueurs. Ils seront tout à l'heure détaillés, je disais, par le professeur Amir tout à l'heure dans sa communication. Nous citons aussi l'apparition, l'émergence de quelques nouveaux biomarqueurs. Par exemple, l'amplification du CMET, qui est présente généralement dans 15 à 20% des cancers colorectaux, et qui ont un impact pronostic négatif, et qui pourrait être aussi prédictif d'une éventuelle résistance aux anti-EGFR. Alors, en conclusion, donc, le cancer colorectal survient dans un contexte le plus souvent sporadique. Sa pathogénie, malheureusement, reste encore un petit peu mal élucidée. Le compte-rendu anatomopathologique d'un cancer du côlon opéré donc, doit être établi de façon standardisée et doit absolument comporter des items indispensables pour la prise en charge thérapeutique. Et aussi, il est toujours recommandé donc, de préciser le statut donc NMR, éventuellement le RAS et le BRAF, vu leur impact pronostic et thérapeutique. Je vous remercie. Merci pour vos présentations. Est-ce qu'on peut garder, je pense,